vous devriez tous en fait être autour de la même table. L'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion à bâton rompu sur le sujet qui nous accompagnera ce soir. Donc, ce café est à vous. N'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de règle. Enfin, si, il y en a une seule. Je suis votre bâton de parole. Comme la salle est plus ou moins grande et puis qu'il y a des gens qui nous suivent également sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet qui n'ont pas pu se déplacer pour être avec nous ce soir, je vous prierai vraiment, si vous souhaitez prendre la parole, de lever la main et puis moi je viendrai me mettre près de vous et je vous tendrai le micro pour que vous puissiez adresser votre question et que tout le monde puisse bien vous entendre, que ce soit dans cette salle ou les gens qui nous suivent depuis chez eux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ce soir, nous allons parler de... Attention, je sens que les oreilles de nos invités vont gratouiller. Nous allons parler de géo-ingénierie. La technologie peut-elle sauver le climat? Et vous verrez que rien que le titre, déjà, c'est tout un programme pour un débat. Je laisse la place à Patricia et je suis à votre disposition si vous souhaitez prendre la parole. Merci beaucoup Farida. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que vous soyez ici en présentiel ou que vous soyez chez vous ou ailleurs derrière un écran, puisque nous avons la chance. Alors la chance d'être ici physiquement ce soir, à nouveau, mais la chance aussi de pouvoir bénéficier d'un support technique qui nous permet d'offrir une rediffusion, enfin une diffusion plutôt, puisque c'est du direct. Comme l'a dit Farida, la seule règle ce soir, c'est qu'il n'y en a pas, que ce café scientifique, c'est le vôtre. Vous servez de fil rouge, c'est vous qui posez les questions, c'est nous qui les relayons auprès de notre panel d'expertes et d'experts. Ce soir, nous parlons de climat. Le climat, alors oui, encore, on en parle beaucoup. Le climat, on en parle souvent, il est souvent associé à des images telles que celles des jeunes gens qui sont dans la rue en train de manifester, telles que celles des ours polaires en train de flotter sur un morceau d'iceberg sur la banquise. Ce soir, il sera question d'une vision un petit peu différente de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque c'est bien de cela qu'on parle. Ce sera un côté un petit peu plus technique de cette lutte. Et ces aspects dont nous allons parler ce soir semblent parfois même relever de la science-fiction, mais non, on est bien dans la réalité, comme on va le découvrir. Alors, un petit rappel pour commencer, à part les climato-sceptiques, alors il y en a bien évidemment, la plupart des experts du climat, la plupart des gouvernements aussi s'accordent à dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut agir vite, il faut agir fort, et pour mémoire, les objectifs ou le consensus d'objectifs internationaux en la matière, c'est contenir le réchauffement à 1,5 degré et abaisser les émissions de CO2 à zéro d'ici 2050. Pour y arriver, différentes solutions, différentes ébauches de solutions. Alors, arrêtez de prendre l'avion pour partir en week-end à Barcelone avec EasyJet, c'est très bien. Consommer local, c'est très bien aussi. Est-ce que c'est suffisant? Et c'est peut-être justement là le problème. La réponse est non pour de plus en plus d'experts, de politiciens. C'est trop peu. C'est trop tard. On est obligé maintenant de passer à la vitesse supérieure. Et comment passons à la vitesse supérieure? Eh bien, une des méthodes, une des possibilités, c'est d'avoir recours à une série de nouvelles technologies, des interventions techniques à grande échelle qui visent à agir directement sur le système climatique. C'est justement pour évoquer ces nouvelles technologies que nous sommes réunis ce soir. Ces nouvelles technologies sont parfois réunies sous ce terme de géo-ingénierie qui est présent dans le titre de ce café, qui fait débat. Nous y reviendrons, pourrions y revenir plus tard. Et pourquoi, pourrait-on se demander, est-ce important pour le grand public de parler de, je vais mettre en guillemets, de géo-ingénierie, ça paraît technique, pourquoi ne pas laisser ce qui est technique aux experts, aux scientifiques, aux politiciens? Eh bien, tout simplement parce que c'est également un enjeu démocratique, un enjeu citoyen, un enjeu civique. Si on prend la Suisse, puisqu'on s'y trouve, le Conseil fédéral en septembre 2020 a rendu un rapport suite à un postulat qui a été déposé au Conseil national. Et dans ce rapport, le Conseil fédéral, lui aussi, estime que pour atteindre les objectifs climatiques suisses et internationaux, il va falloir s'intéresser
voire même aller plus loin, utiliser ces nouvelles technologies. Alors pas toutes, on aura là aussi l'occasion de revenir sur cette thématique, mais en tout cas certaines d'entre elles. Et comme toujours, dans une démocratie semi-directe comme la Suisse, notre devoir à nous tous et toutes, citoyennes, citoyens, c'est d'être informés sur des sujets sur lesquels on pourrait potentiellement, voire probablement être amené à voter. Donc c'est aussi le but de ce café scientifique ce soir. C'est de s'informer, c'est de partager. Comme toujours, la règle, c'est il n'y a pas de question d'être. Donc n'hésitez pas à revenir sur des aspects qui peuvent paraître basiques, mais quelles sont ces technologies, comment ça marche si vous n'avez pas compris. Nos intervenants sont là pour ça ce soir, ce sont des spécialistes, ils sont là pour répondre à vos questions. Donc cette soirée, c'est la vôtre, cher public. Je me permets de m'adjuger la toute première question, c'est une question que je vais poser à chacun et chacune d'entre nos intervenants. Et nos intervenants, ça va nous permettre de faire connaissance avec elles et eux. Je vais vous demander à chacune et à chacun de vous présenter vous-même assez brièvement, de nous dire aussi en quelle qualité vous êtes là ce soir, quelle casquette, ce qui fait votre spécificité. Ça nous permettra aussi d'orienter les questions, de rediriger les questions vers chacun et chacune d'entre vous. Et la question sur laquelle j'aimerais vous entendre, alors là aussi brièvement, chacune et chacun, c'est, je l'ai dit, il y a un consensus autour de ce recours quasi inévitable aux nouvelles technologies pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous partagez cet avis au fond? Est-il encore possible d'atteindre les objectifs climatiques internationaux sans avoir recours à ces nouvelles technologies ou certaines d'entre elles? Je vous propose, Marie-Valentine Florin, que nous commencions par vous. Donc, brève présentation, et je vous reposerai la question si besoin. Merci beaucoup. Donc je dirige un centre à l'EPFL qui s'appelle le Centre pour la gouvernance des risques. C'est un centre interdisciplinaire qui met ensemble différentes sciences techniques, non techniques, sociales, et qui essaie de faire le lien entre les problèmes posés par les politiques et ce qu'on trouve dans la science. Voilà. Comment la science peut développer des réponses aux problèmes qui sont posés par les politiques. Et donc, nous avons effectivement étudié un peu dans tous les sens cette question de technique ou approche ou méthode pour effectivement agir. Des approches qui sont complémentaires aux approches fondamentales qui sont la réduction des émissions des gaz à effet de serre et l'adaptation. C'est les deux piliers. Mais effectivement, dans la mesure où aujourd'hui, en gros, dans le monde, on émet grosso modo 40 gigatonnes de CO2 par an, 40 milliards de tonnes, et que les écosystèmes en absorbent à peu près 10, ça veut dire que chaque année, on met dans l'atmosphère 30 gigatonnes de carbone qui viennent s'ajouter à tous ceux qui ont été déjà émis, et ça fait un énorme stock de carbone là-haut qui va continuer à avoir des effets sur le climat, même des années après qu'on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, éventuellement même les mettre à zéro. Même quand elles sont à zéro, en faisant l'hypothèse qu'on y arrive, aux alentours de, je ne sais pas, 2030-2050, on aura quand même, le changement climatique va continuer à avoir des effets. Et c'est ça qui nous embête. Donc oui, je pense qu'on a absolument besoin de développer des approches complémentaires, et à commencer par des approches qui vont réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On parle de technique, il y a des approches qui ne sont pas vraiment techniques. Donc c'est pour ça que j'utilise le terme approche plus que technologie, parce qu'il y a des approches naturelles et je suis sûre que les autres collègues vont compléter. Voilà. Ça vous convient? Là, vous avez réussi à répondre à la question avant que je vous la pose, donc ça me convient très très bien. Merci beaucoup. Monsieur Ivo Waliman-Helmer, à vous de jouer. Bonsoir. Moi, je suis professeur pour les humanités environnementales à l'Université de Fribourg. Et en mon cas, ça veut dire que je fais l'éthique environnementale. Alors, je suis un éthicien. Et pour commencer à répondre à la question déjà, je ne peux pas dire si c'est juste ou non qu'il nous faut les technologies pour arriver au but de l'accord de Paris. Mais ce que je peux vous dire, si on va implémenter ces technologies à grande échelle, il faut vraiment discuter les implications éthiques de cette implémentation.
Et je pense que je laisse ça avec ça. Je ne vais pas vous expliquer le nom de notre institut, c'est très compliqué. Le plus court, c'est l'Institut Lunefresh. C'est le plus court. Le long, c'est très compliqué. Merci beaucoup. Sophie Wenger, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Je viens de l'Office fédéral de l'environnement. Je travaille dans la section politique climatique. Et là, je suis responsable pour améliorer les conditions cadres pour développer les émissions négatives. Alors, ce sont les approches qui enlèvent le CO2 de l'atmosphère et essaient de le stocker durablement. Et comme le Conseil fédéral l'a dit dans le rapport que vous avez mentionné, qui est sorti l'année passée, ces approches sont nécessaires si on veut atteindre le but climatique à long terme. Notamment si on veut atteindre le but de zéro net émission de gaz à effet de serre jusqu'à 2050. Pourquoi? Ça va être très difficile d'atteindre un absolu zéro, parce qu'on va manger, par exemple. Il y aura toujours des émissions qui viennent de l'agriculture ou de quelques processus industriels qui sont très difficiles à éviter. Et pour cela, il faut contrebalancer avec ces émissions négatives. Alors, pour répondre à la question, à l'avis du Conseil fédéral et aussi à l'avis de beaucoup de scientifiques, on ne peut plus éviter ces émissions négatives. Il faut ressortir le CO2 de l'atmosphère parce que la concentration elle est trop haute. Il y a une autre approche qui est couverte par ce terme géo-ingénierie, qui est la modification de la radiation solaire, où on essaie de faire plus grand la réflectivité de la Terre. Là, nous, on est de l'avis que ce n'est pas nécessaire à ce point. Si on arrive à drastiquement réduire et à développer les émissions négatives, on peut atteindre les buts. Alors, quelles sont ces approches? Ce sont par exemple des approches biologiques où on utilise du bois. Je me permets peut-être juste de vous interrompre ici. Pour rester bref, et parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir, je pense que c'est important de revenir. Il y aura probablement des questions sur les différentes technologies, comme ça on y revient un petit peu plus tard. Si ça vous... Je vous laisse quand même terminer s'il y avait d'autres choses que vous vouliez dire. Peut-être un petit message. Alors, une question, c'est le cadre légal et c'est mon travail principal. Mais l'autre qui est très important, c'est l'acceptance dans le public général, comme vous l'avez dit, et tout d'abord la compréhension. Et alors, dans ce sens-là, je me réjouis beaucoup d'avoir cet échange avec vous. Merci beaucoup. Monsieur Axel Michaelova. Oui, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'avoir ce débat. Je pense que le débat est absolument critique. Moi, je suis chercheur à l'Université de Zurich et aussi j'ai une boîte de consultance qui est spécialisée sur le développement des mécanismes de marché dans le contexte du système régime international sur les changements climatiques. Donc, j'essaie de faire le pont entre la recherche et aussi la mise en œuvre sur le terrain. Depuis 25 ans, je regarde le paysage international, je vois que les émissions montent, je vois que l'atténuation, elle n'arrive pas vraiment à achever une réduction d'émissions au niveau international, donc je suis de l'avis qu'il nous faut certainement les approches qui font l'extraction du CO2 de l'atmosphère. Là, comme économiste que je suis, je vois que les approches basées sur la végétation, les approches forestières, etc., ce sont des approches qui sont déjà en cours, qui sont pas très chères, qui naturellement ont aussi des répercussions sociales et environnementales qu'il faut mettre dans le contexte. Ce qui est beaucoup plus intéressant, mais aussi difficile, ce sont les approches techniques pures, par exemple l'extraction par les procédés chimiques, qui sont encore très très chers, qui ont des coûts de milliers de francs par tonne CO2
extrait. Monsieur Michaelova, par souci d'équité, que je suis obligée de vous interrompre aussi. Parce que oui, juste pour dire, comme économiste que je suis, je vois une très grande différence entre les technologies. Je voudrais bien que les débats regardent cela, parce que souvent, comme on a la tendance de mettre tout dans un panier. C'est un panier très divers ici et il faut vraiment différencier. Merci. Merci à vous. J'ai promis, je vous ai promis à vous public que c'était votre soirée, donc je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a à ce stade de premières questions? Et si ce n'est pas... Ah, monsieur. J'aimerais que vous m'expliquiez le choix du préfixe géo-ingénierie. Je vous remercie pour cette question. C'est celle que j'aurais posée si vous ne l'aviez pas fait en premier. Je pense en effet qu'à ce stade, il est, alors même si on est dans la terminologie, et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sexy pour une exercice scientifique, mais je pense qu'il est important, puisque ce terme de géo-ingénierie, d'ailleurs, est-ce que je peux imaginer qu'il a été inventé ou créé parce qu'il fallait un terme qui chapeautait toutes ces nouvelles technologies. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'il recoupe? Et de deux, pourquoi est-ce qu'il est problématique? Et que la plupart d'entre vous ont renoncé à l'utiliser, si j'ai bien compris. Vous pouvez tous intervenir. Qui aimerait commencer? Très bien. Madame Florin. C'est un terme historique. C'est le premier terme qui a été utilisé il y a, je ne sais même plus, 20 ans, 30 ans. Et les scientifiques qui l'ont développé, qui l'ont utilisé dans une fameuse conférence en Californie, ont dit, en plus de réduire les émissions, il y a d'autres choses. Appelons-le géo-ingénierie. Voilà. Et puis après, ce terme a été utilisé dans certaines conventions internationales. C'est pour ça qu'on continue à l'utiliser, parce qu'il est dans des textes qui ont fait l'objet d'accords internationaux. Mais même l'IPCC, donc le GIEC, en 2018, dans son dernier rapport, maintenant avant-dernier rapport, a dit que ce serait pas mal de ne pas l'utiliser. Voilà. Qu'est-ce qui pose problème avec ce terme? C'est juste que, comme je disais, ça recouvre des approches tellement différentes qu'il y en a qui sont vraiment dangereuses, risquées, on n'a vraiment pas envie de les déployer, et ce serait dommage, à cause de celle-ci, de jeter les autres, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est un peu ça. Je suis sûre que mes collègues ont d'autres avis. Je me permets quand même juste de glisser. Alors, une petite question, est-ce qu'il y a une alternative à ce terme actuellement? On pourrait utiliser ce soir, par exemple. Non, c'est justement pas l'idée. Nous, on a plutôt envie de dire, il y a les techniques, les approches pour extraire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et si un jour vraiment on a un gros problème, alors il faudrait peut-être considérer des techniques pour modifier le rayonnement solaire. Voilà. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de revenir à ces deux grandes catégories. Donc en fait, au lieu d'utiliser un terme chapeau, séparer en tout cas en deux catégories. Le terme chapeau, il vaut quand on veut opposer à d'autres, c'est une technique. Mais dès qu'on rentre dans les détails, il faut séparer. D'accord, très bien. Voilà, monsieur Michaelova. Oui, un aspect très important du terme géo, c'est l'échelle. Ce sont toujours des approches à grande échelle. Par exemple, l'EPFL de Zurich, elle avait mentionné 1000 milliards d'arbres. Donc, une petite plantation de l'arbre ne serait certainement pas de géo-ingénierie, mais un programme d'une échelle planétaire. Donc, je pense que la terminologie a un sens, mais je pense qu'actuellement, cette différenciation entre les deux technologies qui a été mentionnée, elle est très importante, parce que le caractère de cette extraction du CO2 est complètement différent de la modification du rayonnement solaire. Mais cet aspect des technologies de très large échelle est important. Monsieur Weinmann. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire quelque chose à cause de la deuxième partie de ce mot, ingénierie. Parce que je pense que l'ingénierie, cette idée, ça c'est une illusion. Pour contrôler le climat, on a une solution technique au changement climatique. Et à mon avis, je pense que ça c'est aussi une partie problématique de ce terme.
Et ça aussi pose un des grands problématiques, parce que si on pense qu'on a une solution éthique, une solution technique au changement climatique, on pourrait avoir ce qu'on appelle moral hazard. Alors, on pourrait avoir que tout le monde pense, alors il y a une solution technique, il ne faut pas réduire les émissions, on a l'ingénierie qui va fixer les choses, et comme ça, on risque, avec cette illusion de l'ingénierie, qu'on ne va pas faire les autres choses qu'il faut aussi faire, c'est-à-dire réduire les émissions drastiques. Alors, la deuxième partie, c'est aussi quelque chose qu'il faut discuter et qui est problématique à mon avis. Madame Wenger. Il y a un autre point de vue politique ou légal, c'est que le terme géo-ingénierie n'est pas assez précis pour développer des solutions. Alors quand on regarde les différentes approches pour extraire le CO2 de l'atmosphère, on parle de beaucoup d'approches différentes. Alors un, c'est par exemple utiliser le bois dans des bâtiments à long terme, ou l'autre, c'est par exemple sortir du CO2 avec des filtres, avec des machines. Et comme a dit mon collègue, il y a des coûts totalement différents, il y a des problèmes différents, et pour adresser ça avec des bonnes incitations, par exemple au niveau de la loi, il faut devenir plus précis. On le comprend bien, donc difficile ou justement impossible d'avoir recours à un terme chapeau pour tous ces types de technologies. On l'a bien compris aussi, il y a deux grandes catégories, et je pense que c'est peut-être là, pour les gens qui sont encore pas très au clair avec ces notions de ce que j'appellerais quand même la géo-ingénierie, de quoi est-ce qu'on parle ce soir. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous serait d'accord de nous décrire ces deux grandes catégories? Je dirais le plus simplement possible. Madame Florin, peut-être? La première. Donc on parle bien là des deux grands types d'interventions technologiques possibles et qui sont évoquées. Et une fois de plus, en sachant qu'elles recoupent systématiquement toutes sortes d'approches, des approches multiples dont on pourra faire parler plus tard. J'ai envie de commencer par les approches qui visent à extraire le CO2 de l'atmosphère pour réduire la concentration. Et là, il y a trois types d'approches. Il y a les approches naturelles. On les appelle en anglais les nature-based solutions, qui consistent à, grosso modo, planter des arbres, modifier les espèces qui sont utilisées dans la forestation, dans l'agriculture, utiliser des espèces qui sont utilisées pour capturer le carbone et le stocker de manière longtemps. Voilà. Il y a des risques, on parlera peut-être des risques, si ça vous intéresse, on parlera des risques plus tard. Il y a des approches purement techniques qui sont effectivement des approches où on extrait le CO2 directement de l'atmosphère avec des sortes d'aspirateurs qui vont ensuite séparer le CO2 de l'air par des procédés chimiques. Le CO2 va être mélangé avec de l'eau souvent et puis va être injecté. La méthode qui est actuellement testée à relativement large échelle par la société Climeworks, qui est zurichoise, consiste à mélanger avec de l'eau et puis injecter ça dans les couches profondes, dans les conditions géologiques appropriées, c'est-à-dire pas possible partout, et puis par un procédé de minéralisation, ça va devenir de la roche. Bon. Et là, c'est gardé depuis longtemps. Et puis entre les deux, il y a des approches hybrides, qu'on appelle hybrides, qui consistent par exemple à utiliser la biomasse, donc le bois, les arbres, pour capter le CO2 pendant leur phase de croissance. Puis une fois qu'ils sont prêts, qu'ils ne croissent plus, donc ils ne stockent plus de CO2, qui ne croissent, leur capacité de croissance est réduite. On les coupe, on les brûle, mais dans des conditions où le CO2 ne va pas s'émettre dans l'atmosphère. Donc en fait, on circuit fermé et on capte le CO2 à la sortie de la cheminée, en gros. Et à ce moment-là, on fait comme pour la technique précédente, on va utiliser le CO2, on va essayer de minéraliser, le garder quelque part, qu'il soit bien stocké là pour longtemps. Voilà. Est-ce que je m'arrête là parce que l'autre, voilà, c'est l'approche. Je pense qu'en effet, on pourra éventuellement, s'il y a de l'intérêt, revenir. Et il y en a beaucoup, une multitude de technologies. Ces trois grandes approches ont des potentiels différents, des coûts différents, des risques différents. Et dans ce cas, on est bien d'accord, on peut dire qu'elles relèvent toutes de ce qu'on appelle les technologies à émissions négatives. Absolument. Qui est là le terme chapeau. Mais la reforestation, c'est pas vraiment une technologie, vous voyez? Oui. Des approches, une fois de plus. C'est pour ça que c'est la solution que beaucoup de gens préfèrent. Et il y a effectivement des tas
Il y a des milliers d'hectares dans le monde qui peuvent être utilisés pour ça sans qu'il y ait de la technique. Voilà. Et ces approches, alors dites à émission négative, sont justement celles qui font le moins débat, et qui sont d'ailleurs celles qui sont privilégiées. Alors là, peut-être je me tourne vers vous, Madame Wenger, y compris par le Conseil fédéral. C'est bien juste. Hein. C'est cette catégorie-là d'approches ou de technologies qui sont envisagées, qui sont explorées en Suisse aussi. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais et parler de la deuxième catégorie, donc le rayonnement solaire, M. Michaelova? Oui, donc il y a une gamme de technologies, comme on a évoqué, quelques d'entre elles relèvent de la science-fiction. Par exemple, il y a l'idée de mettre des grands miroirs dans l'espace qui reflètent la lumière du soleil, mais ça coûterait des dizaines de milliards et technologiquement, c'est pas certain comment faire. L'approche la plus considérée serait d'avoir des avions qui émettent des particules de SO2 dans la stratosphère, à peu près 18 km au-delà. On voit c'est semblable aux grandes éruptions volcaniques qui ont réduit la température de la Terre dans le passé. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais naturellement on ne connaît pas bien les répercussions sur les précipitations, les vents, etc. Une autre approche serait d'essayer de blanchir les nuages sur les mers par émettre du sel avec des milliers de bateaux qui sillonnent les mers et font cette éruption de sel pour former le nuage. Et ensuite, il y a l'approche un peu traditionnelle de peindre les maisons en blanc, ou aussi d'utiliser des types de récoltes avec une couleur légère pour que ça reflète la lumière. Donc, toutes ces technologies n'ont pas vraiment été testées à grande échelle. Il y a un grand débat si on devrait vraiment pousser la recherche. Il y avait plusieurs expériments qui ont été abandonnés parce qu'il y avait un grand fracas du public au Royaume-Uni, par exemple. Donc, toutes ces approches sont très débattues. Une grande discussion aussi si on devrait interdire toute expérimentation à l'échelle internationale. Donc, pour être clair, le Conseil fédéral, lui, pour revenir à la Suisse, a en tout cas pour l'instant exclu, hein, c'est bien juste, le recours à ce genre de technologie. Alors, le Conseil fédéral ne considère pas les technologies de modification de radiation solaire pour atteindre les buts à long terme. Et aujourd'hui, par exemple, suite à la loi sur la protection de l'environnement, à notre compréhension, c'est même pas permis en Suisse de, par exemple, mettre des particules dans l'air. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, merci beaucoup pour toutes vos explications, c'était très intéressant. Notamment le captage du CO2 et toutes ces choses. Moi, j'ai une question pour l'éthique, là, monsieur. On voit de plus en plus le citoyen, il veut dire toujours not in my backyard. Je veux pas ça, je veux quand même aller à Barcelone, même si je fais du vélo toute l'année. Je veux pas du nucléaire, je veux pas des éoliennes, etc. Comment vous allez éduquer, pardon, ce terme, éduquer le citoyen pour avoir cette intégration totale de tous les systèmes? Alors, ce que je fais moi dans mon travail, c'est éduquer des jeunes personnes qui ont après les capacités pour éduquer des autres. C'est très indirect. Et moi, je pense que l'inclusion du public, si on discute cette technologie de captage de CO2 et de stockage et tout ça, et s'il nous faut une solution pour stocker le CO2 ou stocker les déchets nucléaires, ça, on a déjà aussi vu empiriquement. C'est très important d'inclure ceux qui sont concernés avec ces questions de stockage, ces questions de où on met les facilités et tout ça. Et d'une façon, ça c'est important pour recevoir l'acceptance. Et d'une autre façon, je pense aussi que c'est important pour
avoir une évaluation des risques. Peut-être les évaluations du public ne sont pas toujours très rationnelles, mais quand même pour la légitimation qu'il y a un changement des risques à cause de ces technologies, à cause de ces facilités, je pense que c'est aussi important que ceux qui sont concernés sont impliqués. Et ça, à mon avis, ça veut dire qu'il faut vraiment beaucoup parler, l'éducation directe avec tout le monde. Et c'est pas possible que les experts nous expliquent il faut faire ça et après on va accepter. À mon avis, ça serait pas légitime d'un point de vue éthique. Pas vraiment une réponse à votre question, mais... Est-ce qu'il n'y a pas justement alors je ne sais pas si on doit dire un manque d'information, mais un fossé entre ce besoin d'information du public et l'état de l'information? Je ne sais pas, en ce qui vous concerne, mais moi, quand je parle de géo-ingénierie ou de technologie émissions négatives, de gestion du rayonnement solaire autour de moi, même parmi des amis qui ont un niveau d'éducation et d'information assez élevé, je me heurte souvent à des grands yeux vides. Et cette impression que la thématique est très connue au niveau, est une évidence au niveau des experts et moins du grand public. Est-ce que vous le constatez aussi? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour réduire ce fossé et mieux informer? Bon. Madame Florence? Ce qu'on sait, c'est que c'est pas à coup d'arguments scientifiques qu'on convainc quelqu'un. Et c'est pas parce que des scientifiques sont sûrs d'eux et qu'ils donnent des données comme on peut vous donner que ça va suffire. Et moi, personnellement, c'est vraiment mon opinion, je pense que quand on parle de problèmes de questions de communication entre la science et la société, c'est fondamental. Et c'est pas de la science vers la société, ça doit être dans l'autre sens aussi. Voilà, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue. Par exemple, si je peux me permettre, vous avez parlé des comportements individuels en disant c'est pas suffisant. Moi, j'ai tendance à dire c'est peut-être pas suffisant, mais c'est absolument nécessaire. Et il faut, je veux dire, c'est magnifique quand quelqu'un change son comportement individuel, même s'il sait que c'est une goutte d'eau dans une mer immense. Vous voyez ? Parce que c'est une preuve d'engagement, c'est une preuve d'accord avec un objectif, même si on sait qu'il est difficile à atteindre. Et ça dépasse évidemment ce que la science va pouvoir imaginer, même si c'est rationnel en fait. Dans l'éthique, il y a une responsabilité à faire quelque chose, puis il y a aussi une responsabilité à ne pas faire quelque chose. Si on dit il ne faut pas mettre en œuvre ces techniques parce qu'elle a des risques, on prend une responsabilité, au même titre que si on dit il faut la mettre en œuvre, même s'il y a des risques. Voilà. Et cette question de responsabilité dans la recommandation, je pense qu'elle est assez difficile à gérer. Ça doit se faire au niveau individuel, parce qu'on n'a pas envie de demander à nos gouvernements de le faire à notre place. Mais c'est vraiment difficile. Ouais. Ouais. Monsieur Michaleva, vous vouliez intervenir? Oui, je pense qu'un aspect crucial de ces technologies qui est aussi lié à la question, de préférence de technologie, c'est l'aspect de permanence. Madame Florin avait mentionné le stockage par génération du basalte, de la roche. C'est seulement une des possibilités. Nous savons que, par exemple, les forêts brûlent. Nous savons que le biochar qu'on met dans le sol peut être détruit par un changement d'utilisation du sol, etc. Donc, un aspect que je pense qui n'a pas vraiment été discuté aussi dans le débat public est quel est l'état de permanence que nous voulons? Est-ce que nous voulons une permanence d'un siècle ou d'un millénaire ou d'une décennie? Et je pense que c'est primordial parce que ça définit l'attractivité des technologies. Madame Wenger. Encore un point sur l'engagement du public et le débat public. Jusqu'à maintenant, dans la politique climatique, il y avait vraiment un très grand focus sur la question de comment réduire et avec quelles mesures et quels instruments réduire. Et puis ça reste vraiment une priorité. Mais de plus en plus, les gens deviennent conscients, et aussi les gens qui
qui font les décisions politiques qu'on ne peut pas s'en passer des émissions négatives. Mais la discussion, elle est encore très jeune. Et le Conseil fédéral, il est un des peu pays, je pense, qui a déjà donné une position assez claire avec son rapport de l'année passée. Et dans beaucoup d'autres pays, on n'en discute pas trop encore. En même temps, on voit que le dynamisme dans ce secteur, alors il y a beaucoup de start-up par exemple, elle est vraiment très intéressante. Il y a les pays nordiques qui essaient de développer du captage de CO2 par exemple à des installations de ciment ou de incinération de déchets. Aux États-Unis aussi, on met beaucoup d'argent maintenant dans ces techniques. Ça se développe très très rapidement maintenant. Et pour la Suisse, par exemple, le débat sur l'initiative des glaciers va être une bonne opportunité, je pense, pour discuter aussi de cet besoin d'émissions négatives pour atteindre net zéro. Je me tourne vers le public. Des questions ? Merci beaucoup. Serena Kind, ancienne professeure. Ce qui m'interpelle, c'est qu'avec mon jugement humain, mon bon sens humain, je n'arrive pas à saisir la complexité du problème. Et je pense que c'est là, l'information existe. Donc il n'y a pas un manque d'informations de la part des scientifiques. Il y a énormément d'informations. Mais justement, dans un système aussi complexe que le climat, on n'arrive pas simplement avec notre bon sens, même si on a une certaine culture scientifique, à pouvoir vraiment juger. Alors on peint les maisons en blanc, mais le rayonnement, il va jusqu'au nuage et il va être reflété. C'est ça l'effet de serre. On met du SO2 dans la stratosphère, ça fera des pluies acides, parce que ça fera l'acide sulfurique, et ça va avoir une influence sur l'ozone. Donc, potentiellement une influence catastrophique sur le climat. On parle d'afforestation, magnifique, on va planter des arbres. Mais pendant tout ce temps, il y a une déforestation massive en cours en Indonésie, d'où nous importons l'huile de palme, au Brésil, d'où nous importons avec beaucoup de bonne conscience du soja. Et pour la captation du CO2, le CO2, un élément hautement volatile qui, avec le H2O, fait de l'acide carbonique. Alors, voilà, comment le faire rester dans le sol sans qu'il y ait là une perturbation majeure? Donc, vraiment, il y a une complexité énorme et on n'arrive pas à trouver une solution ou bien à juger simplement avec un raisonnement, qui s'appuie sur le sens commun. Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir ou réagir plutôt? Premièrement, vous avez meilleur compris que moi alors, pour la complexité. Mais ce que vous avez mentionné, ce sont des conséquences qu'on pourrait avoir, ce sont des risques qu'on pourrait avoir si on fait l'implémentation de ces technologies. Peut-être aussi, ce sont des raisons pour ne pas vraiment penser à implémenter certaines technologies parce que les risques sont trop grands. Mais tout ça a des implications de valeur. Vous allez parler des risques après, mais il y a des implications de valeur, des implications éthiques où on doit en discuter, je pense. Alors, si on a certains risques, si on a une certaine inégalité de risques, est-ce qu'on veut accepter ça? Sur quelles conditions? Quelles sont les compensations qu'il nous faut s'il y a une égalité des risques? Combien de temps on doit ce stockage rester? Qu'est-ce que ça veut dire pour les générations futures? Qu'est-ce que sont nos droits aux générations futures? Alors, moi, je commence à faire un reframing de tout ça et vous dis, oui, c'est beaucoup de questions éthiques.
Et parce qu'il y a si beaucoup de questions éthiques, on pourrait dire alors il ne nous faut pas vraiment en discuter de l'implémentation de ces technologies, mais de l'autre part, on a le GIEC, on a un rapport du GIEC qui dit il nous faut ces technologies, et on discute dans ce rapport de l'implémentation à grande échelle de ces technologies. Alors ça veut aussi dire, à mon avis, il faut aussi discuter les implications éthiques, les conséquences négatives, les problématiques qu'on pourrait avoir, pour ne pas avoir trop tard avec ces choses quand quelqu'un dit oui, maintenant on le fait, on plante un grand forêt si grand que lundi et après on voit le temps change, on n'a pas assez de nourriture pour certains pays. Alors il faut discuter en avant, je disais. Et moi je ne comprends pas tout et c'est vraiment difficile de trouver une solution pour toutes les choses, mais quand même commencer à discuter et avoir les questions que vous avez et essayer de voir quelles sont peut-être des solutions plus justes, plus éthiques qu'on pourrait trouver. C'est très important. Madame Wenger. Je pense qu'il y a 2 points. Un, c'est la complexité qu'il faut vraiment bien comprendre au niveau scientifique. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont toujours pas bien compris. Surtout par exemple les conséquences de ces technologies à grande échelle. Et là, pour mieux encore comprendre, par exemple, la Confédération, en 2019, elle a essayé de lancer une initiative dans le programme de l'UNO de l'environnement pour avoir une résolution pour que cette institution, elle regarde les risques et les chances et que vraiment il y a un débat aussi au niveau international sur les émissions négatives, mais aussi sur la modification du rayonnement. On n'a pas réussi, on va refaire pour vraiment avoir plus d'engagement dans la question de ces complexités pour beaucoup plus qu'on comprenne mieux. L'autre aspect, c'est communiquer ces messages vers le grand public. Ça reste un défi énorme. On essaye, mais il faut toujours encore améliorer. Et heureusement, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont attentifs de ce sujet maintenant, des NGO aussi qui essayent de mettre ce sujet complexe dans des mots et des images plus faciles. Mais là, il faut continuer certainement avec les efforts. Monsieur Michael Houvin. Ce qui est important, que les risques varient selon la situation spécifique, aussi la taille de la mise en œuvre des activités. Donc, ce qui sera très important d'aller au-delà, une technologie spécifique est mauvaise ou est bonne, ça ne sera jamais le cas. Il y aura toujours une différenciation. Et ce qui est maintenant important, que la recherche apporte cette différenciation dans le débat politique. Peut-être Madame Florin, puis oui, Monsieur Wallmann. Je trouve que la manière dont vous avez posé le problème est remarquable. Je trouve que c'est génial. Et ce qui nous ramène quand même aux deux actions principales, fondamentales, réduire les émissions et s'adapter. C'est les deux stratégies vraiment fondamentales. Maintenant, sur les risques, en particulier dans le domaine technique, il y a souvent des questions d'ordre de grandeur quand même. Parce que même si le phénomène physique peut être décrit, il faut quand même voir ce que ça représente globalement. Dans certains cas, c'est négligeable. Voilà. Dans d'autres cas, c'est au contraire énorme. Et puis, troisièmement, c'est un peu ça, je trouve, ce que vous dites, qui rend dommage de s'interdire de faire des petites expérimentations. Parce qu'on a quand même besoin de petites expérimentations. Il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en laboratoire, qu'on ne peut évidemment pas faire sur des modèles mathématiques. Il faut essayer. Il y a quelques mois, l'expérimentation qu'on a appelée Scopex, c'était un truc du programme d'Harvard qui voulait envoyer un ballon d'aérosol pour voir comment les aérosols se comportaient dans l'atmosphère ou dans la basse stratosphère. Ça a été arrêté parce qu'il y avait beaucoup d'opposition des populations inuites qui étaient concernées directement. C'est tout à fait légitime, il faut le faire, etc. D'ailleurs, les organisateurs du programme de Scopex l'ont tout à fait admis.
Mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas faire des petites expérimentations dans l'environnement. Voilà. Est-ce que là aussi, et je vous donnerai la parole, M. Waldman-Elmer, tout à l'heure, est-ce qu'il y a un mythe à casser? Est-ce qu'il y a là aussi peut-être une mauvaise information? C'est que les gens pensent que c'est des projets, que tous les projets sont à grande échelle. Non, mais on a peur, et c'est pour ça que nous on résiste sur le terme géo-ingénierie, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement très effrayantes, puis il y en a d'autres qui le sont moins, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. C'est ça. Monsieur Waldman-Elmer. J'aimerais bien ajouter encore une complication, et j'ai une question à notre économe. Alors, si on regarde le stockage de CO2, si on regarde qui sont ceux qui ont les compétences pour vraiment arranger ça et organiser ça, et aussi profiter de ce marché qui va se développer. Si on regarde à ça, l'intéressant, ce sont... die Ölindustrie, c'est quoi? Pardon? Pétrolières. Ce sont les pétrolières qui ont les compétences. Alors c'est eux qui ont la place pour stockage et c'est aussi eux qui ont la technologie pour le faire maintenant. Et ils investiront déjà dans des projets comme ça. Et nous, on est en train de discuter, travailler sur un concept, comment on devrait aller avec ça d'un point de vue d'éthique, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que l'économiste dit à ce problème. Alors je vois qu'il y a une question dans le public, je vous laisse d'abord répondre ou réagir. Oui, on devrait dire si l'industrie peut apporter une part à la solution, ce n'est pas un problème. Il faut voir est-ce que ça pourrait même amener cette industrie à se convertir de la production des combustibles fossiles à une contribution à la solution. Donc là, pour moi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est plutôt, comme j'ai déjà dit, comment assurer que ce stockage géologique est permanent. Maintenant, il y a les petites expériences du type Climeworks en Islande, il y a quelques milliers de tonnes qui sont mises en roche, mais est-ce que ça peut vraiment se faire avec des millions ou même des milliards de tonnes? Et il y a beaucoup de technologies qui sont très différentes dans le contexte de la permanence et pour moi, c'est l'aspect primordial. Pas l'aspect si ce sont des pétroliers qui ont les technologies. Pour moi, c'est complètement égal. Il faut cette permanence à long terme et une confiance que ça fonctionne. Ça, c'est pas complètement égal, je dois opposer ça, parce que le problème, c'est eux, ils vont profiter économiquement et c'est eux qui ont profité déjà de contribuer beaucoup au changement climatique. Alors, ce n'est pas complètement égal, ça c'est vraiment un dilemme, je pense qu'il faut discuter. Je vois bien que si eux, ils peuvent contribuer à la solution, c'est important qu'ils peuvent et qu'on les laisse, ou on a des conditions pour contribuer à ça. Mais à l'autre côté, de laisser ceux profiter qui ont déjà profité par contribuer au changement climatique, ça c'est problématique, non? Monsieur Mikhailova, je vous laisse réagir et on passera aux questions. Juste une petite réaction. Du point de vue de la disponibilité des technologies, je confirme que je ne vois pas de différence. D'extraire de cette industrie les survalues qu'ils ont collectées pendant des décennies par la vente des énergies fossiles, donc les taxer, c'est quelque chose qu'on devrait envisager. Mais juste dire, c'est une industrie mauvaise, c'est pour ça qu'on rejette leurs compétences technologiques, je pense que ce sont deux questions complètement différentes. Monsieur, vous avez une question? Oui, alors j'avais des questions. Une, vous avez répondu partiellement. Personnellement, j'aimerais juste rajouter des petites expériences. Le Climax, oui, c'est une petite expérience en Islande. Mais les pétroliers ont fait des grandes expériences. Ils remplissent leurs champs pétroliers. Donc on a de l'expérience. C'est les seuls actuellement capables de mener des projets de géothermie, de séquestration ou de stockage en profondeur dignes de ce nom. Il n'y a personne d'autre qui a assez d'argent pour faire ça. Donc la question ne se pose même plus. Dès qu'ils vont se convertir, ils vont aller tellement plus vite que tous les autres. Ma question est plutôt,
où vous allez stocker ça. Et vous devez changer de concept, de paradigme complètement. Ce que la Suisse dira, on s'en fout. La Suisse n'a pas de place pour stocker le CO2. La Suisse doit juste accepter ce que les autres vont lui proposer. Donc je pense que le problème, il est là. Puis la durée du stockage, le nucléaire, on veut le stocker 100 000 ans, 1 million d'années, on doit faire une prévision. Mais c'est utopique. Enfin, si on arrive à séquestrer du CO2, et vous avez dit que c'est de l'acide, madame tout à l'heure a dit que c'est de l'acide, justement, c'est bien que ce soit de l'acide, parce que comme ça va pouvoir se combiner avec d'autres roches en profondeur. C'est ce qui fait que ça va être séquestré. Donc je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands que de parler de Suisse et simplement se poser la question éthique sur les pétroliers. Je pense que ce n'est pas tout à fait réaliste. Je commence peut-être par madame Wenger. Brièvement sur le rôle potentiel du secteur pétrolier, il faut se rendre compte que sur l'échelle globale, Madame Florin l'a dit, aujourd'hui on émet 40 milliards de tonnes de CO2. Et puis si on baisse pas rapidement, si on attend longtemps, on est à un point où il faut, jusqu'à la fin de la décennie, il faut être sur un plan netto négatif. Alors il faut extraire beaucoup plus de CO2 de l'atmosphère qu'on émet en 2070 par exemple. Et ce sont des sommes immenses, on parle de 10 à 20 milliards de tonnes de CO2 qu'il faut sortir de l'atmosphère par année. Alors il faut créer une industrie qui est aussi grande que l'industrie pétrolière aujourd'hui. Il faut trouver une solution à ça. Et sur la question qu'est-ce que la Suisse elle va faire avec le CO2 qu'il faut capter, stocker, je peux brièvement simplement dire qu'aujourd'hui, le Conseil fédéral, il faut se laisser les options ouvertes pour stocker en Suisse, potentiellement, peut-être dans 20 ans, si on arrive à mettre en Inbetriebnehmen, si on arrive à trouver. Et l'autre option, c'est de la exporter à l'extérieur. On essaye de faire ces deux approches. Pour l'Europe, on peut dire, ou les pays scandinaviques, ils sont confiants qu'ils ont assez de potentiel de stockage pour tout le CO2 qu'il ne faudra pas capter en Europe. Ça, c'est le stade actuel. Monsieur Michalova. Oui, donc comme Sophie Wenger a dit, il y aura nécessité de coopération internationale. Et maintenant, ce qui est très important, comment gérer cette coopération internationale. Quelle est, par exemple, la responsabilité juridique si quelque chose qui a été capté en Suisse sera émis en Islande ou en Norvège? Il y a des mécanismes de coopération sous l'accord de Paris, par exemple le fameux article 6. Il y a beaucoup de débats si ça s'applique ou pas. Mais pour moi, la décennie qui arrive sera très importante pour voir comment est-ce qu'on peut assurer une coopération internationale qui ne mène pas à, disons, des risques dans les pays qui prennent le CO2, parce que l'Islande et la Norvège, oui, normalement c'est bien géré, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ne le sont pas, et comment assurer cette responsabilité? Est-ce que notre éthicien ou spécialiste de l'éthique aimerait ajouter quelque chose? Alors, je ne dis plus rien sur les pétrolistes. Moi, je pensais, ça c'est une chose qu'il faut discuter, mais il y a aussi une autre chose que vous avez mentionnée maintenant, c'est la question, il y a des pays riches et des pays pauvres. Ouais. Alors, il y a aussi là une inégalité, il y a des défis de sécurité, et il y a aussi un grand défi qu'on va poser plus de risques sur les plus pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de power pour opposer ces décisions. Ça, c'est une discussion qu'on a aussi avec les déchets plus généralement. Et là, c'est aussi encore une fois une discussion ou une analyse d'éthique qu'il faut faire sur la distribution juste de ces risques entre les pays, entre les riches et les pauvres. Alors, encore une fois, une question qui va se poser, et spécialement si on parle
dans les termes globaux, et on prend conscience de l'histoire qu'on a. Qu'il y a le Nord qui a émis plus d'émissions, qui a produit plus d'émissions en passé, qui a moins de risques parce qu'ils ont plus de technologie, mais avec les pays du Sud qui sont plus pauvres, qui n'ont moins contribué au changement climatique, mais peut-être vont avoir plus de risques. Et comme ça, alors, ça pose encore des questions. Et en plus, j'aimerais encore bien poser cette question à cause des générations futures. C'est aussi une question, si on dit la durabilité du stockage, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que sont nos responsabilités à cause du futur? Alors c'est la même question avec les déchets nucléaires, mais qu'est-ce que sont ces responsabilités qu'on a là? Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour le futur, disons en 1000 années? Qu'est-ce que sont les responsabilités là? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ici? Une question? Deux. Si j'ose commenter ton commentaire, Ivo. C'est pas que je suis pour les pétroliers, mais l'Écosse les a obligés à reconvertir toute leur industrie, sinon ils les surtaxaient, ils ruinaient leur business. Ces gens-là ne veulent pas avoir leur business ruiné. Ils ont la technologie, ils ont les capacités financières, ils ont surexploité les pays pauvres. On pourrait très bien les obliger à faire l'inverse. Mais ça demande juste que légalement, on se dise, ben, ces gens-là, eh ben, ils sont pleins aux as et on va leur dire ce qu'ils doivent faire avec ce argent d'ailleurs qu'ils ont pris sur nos caisses de pension, soit dit en partant, parce que c'est eux qui les ont capitalisés. Donc, enfin, il faut juste peut-être changer un petit peu de paradigme et ne pas dire c'est des méchants, mais c'est des gens qui ont des compétences. Sinon, on veut faire un forage en Suisse pour de la géothermie. Il n'y a aucune compagnie qui sait faire ça. Il faut s'adresser à des pétroliers. C'est aussi simple que ça. Madame Florin, vous vouliez réagir? Et puis, une question. Oui, non, mais si Madame a une autre question... Alors, laissons la parole au public, en effet. Merci. Alors, que le pétrolier se soit lancé, disons, dans la technologie et dans le business du stockage du CO2, c'est très compréhensible. Parce que pour eux, c'est intéressant de pouvoir dire, continuez tranquillement à consommer tout le pétrole, à brûler tout le pétrole que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Nous, on le stockera. Donc voilà, ils s'assurent leur propre futur et nous rassurent, nous, parce que ça veut dire qu'on peut continuer à y aller, qu'on y allait. À faire quoi? À utiliser cette énergie qui est disponible dans le pétrole. Et curieusement, le mot énergie n'est pas tombé. On parle d'argent, on parle de cadre légal, on parle de cadre éthique. Mais il faut revenir à l'essence physique, c'est-à-dire l'énergie. Alors c'est bien joli de dire on va remettre tout le pétrole dans le sol, mais pour cela, si ça coûte cher, c'est tout simplement qu'il faut énormément d'énergie. Alors, d'où est-ce qu'on va prendre cette énergie-là pour remettre le CO2 alors que le CO2 a été produit parce que justement on a utilisé à gogo l'énergie disponible? Vous avez une manière de décrire la question qui est très intéressante parce que j'ai l'impression qu'on va tourner en rond. En fait, on tourne en rond. Okay, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de tourner en rond? Vous savez, pour arrêter de tourner en rond, il faut un accident ou un obstacle imprévu qui vous oblige à changer de raisonnement. Et parfois, je cherche des analogies avec des situations qui sont aussi complexes, avec beaucoup d'incertitudes scientifiques. Et j'en ai deux, en fait. Et je vais vous parler de la première. La deuxième après, si vous voulez. Mais la première, c'est la santé. Dans la santé, il y a des règles. On doit tout faire pour soigner un patient. Okay, quand le patient n'est pas très malade, il regarde beaucoup les effets secondaires des traitements qu'on lui donne. Il dit « Ah, mais là, ça me donne mal à la tête, etc. » Il chipote. En gros, il chipote, vous voyez. Et puis, plus il devient, ou malheureusement, s'il devient malade avec un risque fatal, irréversibilité, là, il est prêt à expérimenter des traitements qui au début, qu'il aurait absolument refusé. Vous voyez.
parce qu'il veut guérir à tout prix. Okay, on a vu ça avec Ebola, dans la première épidémie d'Ebola, où il y avait des patients qui étaient en train de mourir et qui disaient « le vaccin est en train de venir, il n'est pas approuvé, et comme il n'est pas approuvé, vous ne voulez pas me le donner. Moi, je suis prêt à le tester. » Voilà. Et je me dis que dans le climat, on est peut-être on peut raisonner un peu comme ça. Aujourd'hui, on pense qu'on a le choix de chipoter sur les effets secondaires. Et effectivement, on a encore non seulement le choix, mais on doit effectivement faire attention aux effets secondaires. Mais si le problème devient de plus en plus grave, s'il y a des millions de gens qui meurent du changement climatique, hein, parce que c'est ce qui va se passer dans des pays du Sud, etc., là, on va commencer à raisonner différemment. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il faut essayer d'anticiper la situation où peut-être qu'un jour, on sera dans une situation où on va devoir raisonner différemment. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut se poser toutes ces questions. Il faut faire de la recherche. Il faut faire ce qu'on appelle la recherche sur la gouvernance de la recherche. Il faut faire de la recherche sur les modes de déploiement possibles de certaines techniques dont on sait aujourd'hui qu'elles sont risquées. Okay, mais un jour, peut-être qu'on n'aura rien d'autre comme choix. J'ai une deuxième analogie, mais je la laisse pour les autres. Madame Wenger. C'est un point très important que vous avez fait avec l'énergie. Et j'aimerais reclarifier la cascade que la science dit qu'il faut faire et que la Suisse veut faire aussi. Tout d'abord, il faut finir avec les émissions fossiles. Le captage et le stockage du CO2 n'est pas une excuse pour continuer avec les émissions fossiles. Après, il faut retirer le CO2 de l'atmosphère pour adresser les émissions qui sont très très difficiles à éviter, comme de l'agriculture ou du traitement des déchets ou de la production de ciment. Et comme troisième étape, il faut encore extraire plus de CO2 de l'atmosphère pour adresser les émissions historiques, pour atteindre le but de température que le monde veut avoir. C'est ça. Alors, c'est vraiment pas une excuse pour continuer avec les émissions fossiles. Et parce qu'on a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie, et parce que ça coûte beaucoup pour capter le CO2 et pour le stocker, il faut l'utiliser très prudemment pour les émissions difficiles à éviter et pour les émissions historiques. Alors, j'apprends que notre public en ligne se manifeste aussi. Est-ce que quelqu'un voulait encore réagir peut-être sur ce point, Monsieur Mikhailova? Oui, concernant l'énergie et aussi cet aspect qui est lié au traitement des entreprises des énergies fossiles. Ce qui est primordial, que les instruments politiques ne mènent pas à une rente qui pérennise l'exploitation d'énergie fossile, parce que naturellement, une entreprise pétrolière aime bien qu'elle peut vendre son pétrole avec un profit et ensuite sera payée à 100% pour résoudre le problème. Donc, la discussion des instruments politiques doit toujours prendre en compte qu'on ne crée pas une rente qui perpétue certaines activités industrielles. Ibrahim, notre public virtuel se manifeste. Tout à fait, on a reçu plusieurs séries de questions d'un internaute. Je vais essayer de les regrouper par thème. Et comme on était pas mal sur l'industrie pétrolière, je vais commencer par cette question. D'abord, il commence par partager un article de TV5 Monde qui laisserait entendre que les pétroliers savaient depuis 50 ans les conséquences de leurs activités, et ce qui lui fait poser la question suivante: les solutions proposées par notre société industrielle ne sont-elles pas des illusions? Les industriels ne sont-ils pas les pompiers pyromènes de la destruction en cours? Est-ce qu'il y a besoin que je répète la question ou c'est assez... Il n'y a pas que les industriels. Hein. Le principe du changement climatique, on le connaît depuis en tout cas, le milieu du 19e siècle. Hein. Encore le dernier prix Nobel de physique a travaillé sur la modélisation. Donc voilà. Il y a quelques années, j'avais eu accès, mais je ne le trouve plus, c'est vraiment dommage, à une copie d'une réunion de l'Académie des sciences américaine qui parlait du changement climatique. Et c'est la fin du 19e siècle, d'accord ? La réunion disait on va avoir un problème parce qu'on sait très bien ce qui se passe en brûlant du charbon etc. Ça va faire une sorte de couvercle, ok ? Et l'acide, ça va être stocké, voilà. Enfin, ça va créer un problème, voilà. Mais
quand on aura vraiment le problème, on aura trouvé une solution. Voilà. Et c'est ça, voilà. Et malheureusement, ça s'est répété X fois dans l'histoire, et c'est ça sur lequel on bute aujourd'hui. Il faudrait arriver à modifier nos manières de décider, ok, de manière on a parlé à un moment manière à prendre des décisions qui nous coûtent aujourd'hui, même si, pour qu'elles soient bonnes dans l'avenir. Voilà. C'est toujours ce problème de comment pouvoir dépenser aujourd'hui, alors que les bénéfices ne seront pas chez nous aujourd'hui, mais dans 20 ans, 50 ans, voilà. Même plus que nos enfants ou petits-enfants, parce que tant que c'est nos enfants ou petits-enfants, souvent on est d'accord. Mais quand ça va plus loin, on dit « Ok, ça c'est plus mon problème ». Voilà. Une autre réaction? J'ai que voulu ajouter, alors cette question, ils savent déjà depuis 50 années qu'ils font partie d'un grand problème, ou peut-être on sait déjà depuis le 19e siècle. Ça, c'est une question à l'autre direction. Alors, j'ai parlé des générations futures. Maintenant, on parle de l'histoire et les responsabilités historiques qui sont aussi importantes. Une seule phrase sur les pétroliers. Il y a une question à cause de ce dilemme que j'ai essayé d'écrire, mais c'est aussi une question de leur responsabilité historique qui doivent aussi faire jouer un rôle avec... si on discute une solution, parce qu'ils ont une responsabilité historique aussi. Ils jouent aussi un rôle à cause de leur responsabilité envers du futur. Alors, il y a les deux choses qui jouent un rôle et qu'on doit en calculer pour la solution éthique pour ces choses-là. Côté public virtuel, d'autres questions ? Oui, toujours de Laurent. Là, il prend un peu plus de hauteur. Il se demande si on n'adresse pas le problème par le mauvais bout. Donc, de s'occuper plus des symptômes que de questionner les causes. Alors, dans les causes, il y a l'activité humaine. On peut regarder, c'est la principale cause, ok ? Et ça se traduit par une concentration excessive de carbone dans l'atmosphère. C'est une deuxième série de causes. Les deux, ça dépend. Souvent, on dit la cause, c'est ça. Enfin, la cause et la source. On peut regarder, on doit regarder ces deux éléments. Du côté et on doit agir sur les deux. Voilà. Mais on doit aussi agir sur les conséquences du changement climatique qui se manifestent par l'augmentation de la température, par l'augmentation du nombre et de la sévérité des événements climatiques extrêmes, ouragans, moussons, sécheresses. Et là, c'est la stratégie privilégiée, c'est l'adaptation. Et puis, la modification du rayonnement solaire, c'est aussi une stratégie qui s'adresse aux conséquences. Ouais. Sophie Wenger. Peut-être encore, pour répéter une fois et être très clair, il faut tout d'abord drastiquement réduire les émissions fossiles, même arrêter complètement, si possible. Mais ça ne va pas suffire. C'est pour ça qu'il en faut ces émissions négatives pour sortir le CO2 de l'atmosphère. Axel Michaeloa. Oui, toujours comme économiste, il est important de ne pas se pencher sur les solutions les plus chères, tandis qu'il existe des solutions bon marché. Naturellement, il faut aussi donner une incitation au développement et progrès technologique. Donc, ce sont les deux aspects que la sélection des instruments politiques doit trouver. Mais je voudrais toujours dire, et là, je suis complètement d'accord avec Sophie Wenger, que l'atténuation classique, au moins comparée avec les solutions techniques d'extraction de CO2, est beaucoup moins cher. Et donc, il faut vraiment se pencher pour la politique actuelle à mobiliser ces activités d'atténuation, tandis qu'on investit dans la recherche pour trouver des solutions futures plus bon marché pour l'extraction des CO2. Mais de dire maintenant il faut tout mettre sur l'extraction seulement, d'un point de vue économique, ça serait fatal. Est-ce que justement pour le public, enfin les auditeurs aujourd'hui qui sont moins au fait des différentes technologies, est-ce que vous pourriez, l'un ou l'une d'entre vous, nous expliquer quelles sont celles qui sont considérées comme les plus prometteuses,
présentant le moins de risques, celles au fond qui sont le plus souvent explorées par les gouvernements, par exemple. Alors je ne sais pas si c'est le côté Conseil fédéral qu'on a déjà certaines voix ou pas, peut-être de la façon la plus simple et concrète possible. Alors le Conseil fédéral a publié en janvier sa stratégie long terme pour atteindre le but de net zéro émission jusqu'à 2050. On voit très clairement que les émissions fossiles ils baissent très clairement. Et après, mais il reste un petit reste en 2050 de l'industrie, surtout ciment, des déchets et de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Conseil fédéral il propose chez les installations, là où on peut directement capter, comme chez l'industrie, on capte ce qu'il faut encore capter, on le stocke, ça aide à éviter des émissions. Ce ne sont pas des émissions négatives. Et pour le reste, surtout l'agriculture, il faudra avoir les émissions négatives. Et aujourd'hui, on est du vu que le potentiel est vraiment limité en Suisse, et ce n'est pas facile de le développer. Alors pour ces émissions, le Conseil fédéral considère d'acheter des émissions négatives à l'étranger. Dans le modèle qu'il a fait, c'est surtout l'approche de directement extraire le CO2 avec des machines, comme le fait par exemple Climeworks en Islande. Et aujourd'hui déjà, on est en contact par exemple avec l'Islande, on discute avec eux à un niveau gouvernemental, comment est-ce qu'on pourrait développer une coopération et au futur aussi assurer que si nous on achète chez eux et puis on fait le accounting chez nous, que ce n'est pas compté deux fois. Madame Florin? Oui, il y a ce qu'on appelle l'approche portefeuille, qui consiste à dire, en fait, on ne sait pas aujourd'hui, c'est très difficile encore de dire quelles seront les techniques les plus prometteuses en termes de potentiel, les moins chères, les moins risquées, etc. Donc, essayons pour l'instant, on dit on n'en abandonne pas, on essaye un peu tout, vous voyez, progressivement, pas à pas, de manière à apprendre des expériences. Cette approche a été théorisée il y a déjà une vingtaine d'années par quelqu'un qui s'appelait Sokolov et Pakala et Sokolov, ils étaient deux. Ils ont appelé ça la wedge theories. Chacun fait un peu. On commence d'ailleurs par les comportements individuels. Chaque technique, chaque personne fait un peu. Individuellement, c'est pas beaucoup, mais au total, ça fera beaucoup. Voilà. Donc je crois que cette approche, elle est relativement ouverte. Elle a l'avantage d'être adaptative, flexible, c'est-à-dire on va apprendre de l'expérience. Elle ne condamne pas quelque chose qui pourrait peut-être se révéler prometteur et elle ne s'engage pas à fond sur une technique ou une autre. Il y a un exemple très récent, Microsoft a investi massivement dans 3 séries de techniques. La forestation, la bioénergie avec le captage et le DAX, la capture directe de l'air. Il a fait 3 investissements massifs. Swiss Re vient de faire un investissement massif dans les techniques de capture de l'air avec Climeworks, etc. Donc on voit des investisseurs qui s'engagent sur les différents types d'approches. Et puis il y a quand même une autre chose que je voulais rappeler ou signaler, qui s'est passé il y a quelques mois. Shell a été condamné par un tribunal aux Pays-Bas pour ne pas faire assez pour le changement climatique. Donc il a été condamné, il est en train de faire appel, mais il est quand même condamné par un tribunal. Le gouvernement allemand a été condamné par un tribunal allemand pour ne pas faire ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Et la semaine dernière, le gouvernement français aussi a été condamné en première instance par un tribunal administratif qui a dit la même chose. Le gouvernement ne fait pas assez par rapport à ses promesses. Il y a des choses qui bougent, je pense, de la part des investisseurs privés, institutionnels et de l'ordre judiciaire. Et ça, je pense que c'est important. Ce sont des signaux qu'il se passe quelque chose. Ouais. Monsieur Mikhalova. Juste revenir pour l'exemple Microsoft. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui disent on s'engage dans les technologies d'extraire le CO2. La plupart des entreprises, ce sont des montants assez limités. Je me demande vraiment qu'est-ce qui se passerait si les montants devraient être consistants avec la taille d'extraction qu'on nécessite. Et pour moi, la technologie Climeworks, elle aura un niveau, disons, oui, que nous, comme économistes, nous regardons toujours comment est-ce qu'on peut améliorer les technologies, quel sera le niveau coût à long terme.
Je pense qu'une technologie qui nécessite vraiment aspirer des grandes quantités d'air n'atteindra jamais un niveau très bas des coûts parce que la taille des installations sera grande. La nécessité d'acier, de béton, ciment, etc. sera grande. Donc, ça ne sera jamais comparable avec, par exemple, le développement des photovoltaïques où vraiment la réduction de la taille de l'installation a été possible. Donc, je serais assez conscient du problème que la réduction des coûts et toutes ces propositions des entreprises comme Climeworks, oui, on va réduire les coûts par un coefficient de 10, de 20, de 50. Je ne prends pas vraiment au sérieux. Donc, il faut voir dans quelle technologie on s'engage. Une question dans le public. Oui, merci. Moi, j'ai une question qui rejoint un petit peu la question là, qui vient d'être posée de base sur justement les solutions. Donc, on a parlé de deux possibilités. Donc, il y a la modification du rayonnement qui apparemment est difficilement envisageable. L'extraction du CO2 aussi. Et puis, si on prend un niveau en dessus que par rapport à la solution spécifique, typiquement de Climeworks ou autre, on a parlé de technologie, de naturel et de hybride. D'un point de vue économique, technique, éthique et politique légal, laquelle est la plus envisageable et laquelle est la meilleure en fait? Je ne sais pas. Mais aussi pas. Ça dépend de la situation spécifique sur le terrain. Par exemple, en Islande, où il y a un excédent d'énergie renouvelable, où il y a beaucoup de roches basaltiques, là, le captage direct et stockage dans les roches vaut la peine. Dans un pays qui a un énorme potentiel forestier avec des grandes terres inutilisées ou mal utilisées, peut-être la foresterie, c'est la meilleure solution. Donc il faut voir, regardons de très près quelles sont les situations spécifiques. Il n'y a pas de technologie miracle qui sera la prioritisation partout. Les facteurs géographiques sont effectivement essentiels. Ouais. On a parlé du Canada, qui en plus est un pays stable, donc on peut penser qu'il n'y aura pas trop de risques de déforestation illégale ou choses comme ça, ou de feux de forêt trop dramatiques, encore que l'été dernier a été exactement la preuve du contraire. Mais on pense souvent au Canada pour faire beaucoup de reforestation, de la Sibérie. Non. Mais il faut aussi discuter, je pense, les conséquences négatives et les implications de l'éthique de ces conséquences négatives. Alors, on peut dire PEX, je ne sais pas le mot en français. Il n'y en a pas. Alors, voilà. Bioénergie avec capture du carbone. Bioénergie avec capture du carbone, merci beaucoup. Alors, ces technologies, il faut beaucoup de l'eau, il faut beaucoup de place, et il faut planter la biomasse et tout ça. Et si on calcule ce qu'il faut, si on investit que dans cette technologie, on va avoir un problème indirect qui est un problème de sécurité de nourriture. Et je pense des effets indirects comme ça, il faut aussi en discuter et regarder pour évaluer les technologies. Alors, peut-être une technologie, une solution dans un certain contexte, mais peut-être les conséquences indirectes sont problématiques à l'échelle éthique, il faut aussi discuter ça. Alors pour moi, ce sont aussi des conditions extrêmement importantes pour évaluer les technologies. Il y a un auteur, Sabine Fuss, qui a publié en 2018 une revue très complète sur l'ensemble des techniques, les potentiels, les coûts, les risques. C'est vraiment une étude de base qui est mise à jour régulièrement et qui donne une quantité d'éléments sur lesquels il va falloir faire plus de recherches. Voilà. On a une question dans le public, je vous laisse tout à fait. Sur cet aspect-là, on vient de publier 2 articles dans les revues, un sur le rayonnement solaire et un sur les technologies d'extraction, où on essaie de regarder tous les 17 ODD, Objectifs pour le développement durable, et voir dans quelles conditions les technologies ont des effets positifs, négatifs sur les ODD. Donc, je partage volontiers avec vous si vous êtes intéressé. Une question tout d'abord derrière, dans le public.
Oui, pour revenir sur la discussion des causes et des conséquences de cette discussion, est-ce que vous connaissez un cas concret où le développement justement de ces technologies ont eu une conséquence de réduction de la responsabilité individuelle, même si je pense que c'est difficile de quantifier cette responsabilité et ces efforts individuels, mais où justement le fait d'agir sur les conséquences a eu malheureusement cet effet-là? J'ai l'impression, vous demandez Laetitia, le plus grand problème c'est toujours, moi je ne sais pas des dates, alors je ne peux pas vous dire ça, mais on a discuté de différents... Farida, pourrais-tu bouger parce que je ne vois pas la personne, la dame qui va poser la question, ça c'est un tout petit peu un problème pour moi. Merci beaucoup. Alors, c'est le problème du moral hazard. Et ça, c'est quelque chose qu'on a recherché aussi avec les Versicherungen, où on a vu si les personnes, s'ils pensent, oui, on a une sécurité, alors il ne faut pas... on peut prendre les plus grands risques. Et ça, on a recherché, et c'est ce qu'on nous discute en éthique, c'est cette idée, on a une solution technique, ça veut dire que les gens pensent, ah, alors on peut prendre plus de risques, ou il faut faire moins à cause de réduction de nos émissions. Ça, c'est pas un cas concret, c'est pas avec des dates, mais ça, c'est le concept qu'on a si on discute le problème de discuter ces technologies et le problème que les gens pensent, alors il faut faire moins à cause de nos émissions. Une autre question? Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, Madame, votre analogie avec les effets secondaires des remèdes. Et voilà, que quand la maladie est grave, quand les risques sont dramatiques, on est prêt à accepter un remède voilà, qu'on aurait refusé avant. Mais il faut aussi le nommer. L'énergie nucléaire. Sinon, on peut encore espérer un météore qui vient nous arranger un peu l'atmosphère pour qu'elle réfléchisse, ou bien le supervolcan qui ferait la même chose et qui assurerait une baisse de la température de quelques degrés. Quelqu'un aimerait réagir, rebondir? Je pense que je nous souhaite il n'y avait pas vraiment de question, hein, mais est-ce qu'il y avait une question là derrière? Non. Ni l'un ni l'autre. Côté public virtuel, est-ce qu'on a encore des questions? Ibrahim? Oui, toujours de la part de Laurent. On a fait beaucoup de comparaisons internationales et il se posait la question d'un des outils mis en place par les différents États qui consiste à acheter des quotas à l'étranger. Il se demande si ce n'est pas quelque part des foutaises ou une façon de ne rien changer. Monsieur Michaelova? Oui, donc c'est naturellement un argument qui est souvent émis contre les mécanismes de marché et l'échange international. Donc c'est encore la question, quels sont les acteurs géographiques qui ont la meilleure possibilité à faire de l'atténuation ou de stockage ou d'extraire. Donc si on assure que le suivi est bien fait, si on ne mène pas à une allocation des responsabilités qui est inéquitable, ces mécanismes peuvent bien fonctionner. Et la Suisse a été pionnière dans l'utilisation des mécanismes déjà sous le protocole de Kyoto. Elle est maintenant encore pionnière sur l'accord de Paris. Donc oui, il ne faut pas éliminer ces possibilités juste parce qu'on pense que le marché est mauvais. Il peut être géré d'une façon convenable. Madame Weger. Sur la question de coopération internationale,
la Suisse est une des peu pays qui, sous l'accord de Paris, a dit on veut atteindre notre but aussi avec la coopération internationale, avec l'argument que c'est très cher en Suisse de réduire. Il faut réduire bien sûr tout ce qu'on peut. Et maintenant avec le but de net zéro en Suisse, il y a une très forte volonté de le faire en Suisse. Mais quand même aussi d'un point de vue économique, la Suisse veut garder l'option de la coopération internationale ouverte sur la table. Et sur la question des différentes options pour extraire, l'idée du portfolio, il est tout à fait correct. Et puis il est aussi décrit dans le rapport du Conseil fédéral de l'année passée. Il y a plusieurs options. Hein. J'ai mentionné le bois dans les bâtiments, le charbon à base de biomasse dans les sols. Aussi en Suisse, on peut faire la bioénergie et le captage avec la biomasse dans les déchets qu'on brûle. Mais si on calcule tous ces potentiels théoriques qu'il faut encore développer en potentiel réaliste, on voit que ça ne suffit pas pour adresser les émissions qui vont probablement rester même en 2050. C'est pour ça que le Conseil fédéral a dit qu'on doit aussi regarder à l'étranger, où il y a peut-être plus de potentiel à coût moins cher. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique, mais quand même, je vais bien mentionner un argument qui est discuté en éthique. Alors, ce n'est pas ma position, il ne faut pas argumenter avec moi, mais on pourrait dire acheter des émissions négatives à l'extérieur, c'est comme acheter des indulgences. Ouais. Ah, c'est pas fait. On ne fait pas les choses, mais on achète des certificats qui nous disent oui, vous avez fait assez. Et moi, je pense que ça, c'est en arrière de ceux qui disent il faut vraiment réduire les émissions en Suisse. Le problème, c'est qu'il faut être pragmatique, alors ce n'est pas possible. Alors il faut ces coopérations. Mais quand même, ça, c'est un argument en arrière. Je pense qu'on pourrait discuter. Les éthiciens aiment bien discuter les choses aussi s'ils ne sont pas vraiment importants pour la pratique. Mais est-ce que ce n'est pas juste notre bagage historique? Je viens de faire une présentation à un forum en Chine il y a quelques jours, où j'ai discuté le point de vue sur l'utilisation des mécanismes de marché dans plusieurs cultures. Et là, notre bagage historique avec l'Église catholique, etc., nous mène que cet argument est mis en valeur, tandis que dans d'autres cultures, il n'y a rien comparable. Donc, si on vraiment regarde les faits et les questions qu'il faut vraiment poser aux mécanismes de marché, ces bagages culturels, pour moi, n'est pas valable. C'est un point très intéressant de regarder les différences culturelles, parce que ce qui marche entre guillemets ne marche pas forcément ailleurs. C'est vraiment fondamental et c'est très souvent oublié dans les discussions internationales. Ouais. Encore une question dans le public. Oui, mais sans être ni catholique ni chrétien, il y a des réalités physiques, n'est-ce pas? Si on émet toujours, est-ce qu'on va rattraper? Parce que par le nombre des pêcheurs, pour reprendre une terminologie chrétienne ou catholique ou orthodoxe, c'est égal, n'est-ce pas? Alors, le nombre est tellement énorme qu'on n'arrivera pas, on a beau acheter des lettres d'indulgence, on n'arrivera pas à contrer. Donc, et là, on pourrait interpréter ça si on est, comment dirais-je, paresseux, je ne veux pas faire d'efforts. Ah, mais il n'y a pas de problème, moi je peux continuer à polluer. Ces messieurs, dames ont trouvé une solution technologique qui va résoudre le problème. Et moi, dans mon petit confort, ben, je continue. Et là, je pense que c'est dangereux, cette histoire-là. Monsieur Michaelova, monsieur... Oui, mais c'est la question des cibles. Si moi, je prends la responsabilité de faire quelque chose, ça ne doit pas dire que je dois moi-même le faire moi-même. Moi, je ne suis pas doué pour construire des maisons. Donc, je ne veux pas construire une maison et si on me reproche que je ne suis pas capable, je peux faire venir un architecte.
La même chose pour l'atténuation du changement climatique. Si moi, j'ai des graves problèmes, pourquoi ne pas utiliser les services de ceux qui sont capables de le faire plus convenablement? Je ne vois aucun problème là-dessus. La cible doit être correcte. Et c'est le net zéro, comme on dit. Mais si tout le monde prend le net zéro et ensuite on utilise les services où ils sont les plus pratiques, pourquoi pas? Moi, j'ai compris la question un tout petit peu différemment. Moi, je disais, alors, ce qui est important, et ça, je pense que ça, c'est le message que tous de nous ont et que c'est vraiment important qu'on va avec cette information. C'est la technologie qu'il faut discuter parce qu'on n'arrive pas au but du pari, mais il faut réduire les émissions drastiques. Et ça, c'est important. Ça ne va pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et ça, c'est... Alors, on ne peut pas être confortable, disons. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas un pays autoritaire. On ne veut pas dicter, imposer quelque chose. On veut le faire accepter. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Et il y a une autre chose qu'on sait, enfin en tout cas moi je pense, qu'on ne peut pas changer, on ne doit pas essayer de changer la nature humaine pour ça. On doit faire avec la nature humaine, qui a ses biais, qui a ses préférences, qui est ce qu'elle est, voilà. Et donc c'est là que c'est très compliqué. Peut-être que la Chine y arrivera, alors que nous on n'y arrivera jamais. Voilà. Je crois que vous l'avez toutes et tous dit et redit ce soir, les nouvelles technologies sont là, il y en a une belle brochette, on est en train de les explorer. On va continuer à en développer de nouvelles, mais ce qu'elles ne sont pas, c'est un passe-droit. On ne s'achète pas le droit de plus faire attention. La lutte contre le réchauffement reste de la responsabilité de chacune et chacun. Donc non, on ne va pas dès demain matin se dire des nouvelles technologies existent pour contrer le réchauffement. Je saute dans le premier avion à destination. Allez, je reprends Barcelone parce qu'on entend souvent celui-là. Je pense que c'est une jolie manière de terminer ce café scientifique qui a été très très riche, hein, qui a peut-être été plus loin que ce que j'avais personnellement imaginé. Je constate qu'il y a le besoin d'information est là, mais une certaine information, conscience est déjà présente dans le public. Puisque la lutte contre le réchauffement reste de la responsabilité de chacun, Madame Florin, je crois que c'est vous qui disiez, il y a ce côté petite goutte dans l'océan, ben si, chaque petite goutte compte aussi. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'une majorité d'entre vous est venue en train, à pied, à vélo ce soir, plutôt que, alors en avion je pense pas, mais plutôt qu'en voiture. Le cas échéant, bien vous en a pris parce qu'un apéritif est servi à l'issue de ce café scientifique. Vous pourrez en profiter d'autant plus. Je vais laisser le micro à Farida pour peut-être plus de détails. À propos de l'apéro, je tiens avant cela à vous remercier, vous, public qui est ici et en ligne. Remercier chaleureusement nos intervenantes, nos intervenants. Merci à toi, Patricia. Merci à vous tous d'être venus. Merci à vous également. C'est toujours l'heure de la petite page de pub. Hein. Je ne vous laisse jamais partir sans vous dire qu'est-ce qui sera au menu la prochaine fois. Donc, nous aurons rendez-vous le mercredi 10 novembre, un café par mois. On parle d'un tout autre sujet. Le café s'intitule « Vie professionnelle pour le meilleur ou pour le pire ». On a vu ces derniers mois, ces 2 dernières années, qu'il y a eu beaucoup de changements, la technologie, là aussi, s'en est mêlée très, très fortement. On a des habitudes qui ont changé, des habitudes qui rechangent maintenant, et on a parfois du mal à revenir. C'est difficile de revenir au bureau, non ? Bien que ce soit un plaisir de vous retrouver en présentiel, vous, ici. On va discuter toutes ces questions avec d'autres professionnels, d'autres personnes intéressées, puis évidemment avec vous, parce que, comme on l'a dit au début, ces cafés sont commentés par des professionnels de la question, mais en fait, la vie professionnelle nous concerne tous. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Comme l'a dit Patricia, cette conversation était assez intense. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de questions. Si vous avez envie de la prolonger un petit peu, rendez-vous juste à gauche en sortant de la salle du Nouveau Monde. Il y a un petit apéritif qui vous attend, des petites choses à grignoter. Et puis n'hésitez pas à commander à boire au Nouveau Monde afin de pouvoir continuer peut-être en aparté la discussion avec nos experts, avec Patricia, avec moi. Voilà, si vous avez des suggestions d'autres cafés. Et puis merci à Ibrahim aussi pour les commentaires, le relais des commentaires des internautes. Un grand merci à tous, aux techniciens aussi qui ont fait que ce café a pu avoir lieu ici. Et puis rendez-vous dans quelques minutes de l'autre côté de la porte.